Salam alaikum chers élèves, nous sommes arrivés au troisième chapitre qui traite le sujet des matières radioactives et l'énergie nucléaire. Nous allons aborder durant cette séance les éléments suivants. La première partie concerne les éléments radioactifs et leurs avantages, dans laquelle nous allons voir la définition de la radioactivité, les différents types des émissions radioactives, la radioactivité naturelle, la radioactivité artificielle ou induite, et dernièrement les avantages de l'énergie nucléaire. Dans la deuxième partie, nous allons voir les dangers et les déchets liés au nucléaire. Donc on commence par identifier les différents dangers du nucléaire avec la classification des déchets nucléaires. Puis, deuxièmement, la problématique et la gestion des déchets nucléaires. Les avantages de la radioactivité peuvent être exploités dans plusieurs domaines, tels que la médecine, l'industrie agroalimentaire, la recherche scientifique, comme ils peuvent être utilisés pour produire de l'énergie électrique, comme alternative aux énergies fossiles, qui sont très polluantes. Mais malgré les avantages de l'utilisation des matières radioactives, elles présentent aussi des dangers sur la santé et l'environnement. C'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie. La matière, que ce soit vivante ou non vivante, est constituée d'atomes. Un atome contient un noyau situé en son centre et des électrons qui tournent autour du noyau. Les atomes de la matière qui nous entoure sont presque tous stables, c'est-à-dire qu'ils ne se transforment jamais. Il existe seulement quelques atomes qui ne sont pas stables, ce sont les atomes radioactifs, comme l'exemple de l'uranium 235. Ces atomes radioactifs qui sont des éléments pairs, vont se transformer avec le temps en d'autres atomes qui sont des éléments fils, qui sont plus stables. Le temps qu'ils mettent pour se transformer est aléatoire, mais si on prend un grand nombre d'atomes, on sait, c'est une quantité par exemple P0, on sait que la moitié d'entre eux se sera transformé en éléments fils au bout de ce que l'on appelle la demi-vie de l'atome ou bien la période de la radioactivité. On peut citer l'exemple de la demi-vie de la désintégration de l'uranium 235 en thorium 231 qui est de 700 millions d'années. Donc, lors de la désintégration radioactive d'un atome, il peut se créer trois types de particules qu'on appelle alpha, bêta et gamma. Et comme ces particules sont libérées avec une vitesse très importante, on parle de rayonnement alpha, bêta et gamma. Les particules alpha sont les atomes d'hélium. Ce sont les atomes radioactifs les plus lourds et les plus lents. Ils peuvent être stoppés par une feuille ordinaire. Ces émissions sont caractérisées par une pénétration très faible. Pour les particules bêta, que ce soit des positrons bêta+, ou bien les électrons bêta-, ils détiennent une forte énergie et ils ne peuvent être stoppés que par une feuille d'aluminium dont l'épaisseur dépasse 6 mm. Quant aux particules gamma, qui sont des photons à très haute énergie, ils sont caractérisés par une pénétration très grande et ils ne sont stoppés que par de bitons au moins d'1 mètre d'épaisseur
ou bien du plomb de quelques centimètres d'épaisseur. Qu'est-ce que signifie la radioactivité naturelle? Il s'agit tout simplement de la désintégration des isotopes radioactifs d'une manière spontanée, c'est-à-dire un isotope instable se désintègre et génère un nucléide plus stable avec l'émission bien sûr d'une ou plusieurs particules. Il s'agit donc ici d'une réaction nucléaire naturelle. Dans la nature, il y a toujours émission des rayonnements radioactifs suite à la désintégration spontanée des isotopes radioactifs qui sont présents naturellement dans l'écosystème ou bien dans un environnement. Et le taux de la radioactivité diffère d'une composante à une autre. On vous donne ici l'exemple du lait qui a une radioactivité d'à peu près 70 becquerels par litre. C'est à cause d'un élément radioactif qu'il contient. Il s'appelle le potassium 40. Je vous donne un autre exemple, c'est celui de la mer qui a une radioactivité qui est autour de 15 becquerels par litre en moyenne. Et donc il est causé principalement par des éléments radioactifs comme le potassium 40, le thorium 232, l'uranium 235 et l'uranium 238. Je vous donne ici quelques exemples des éléments radioactifs avec leur période radioactive, c'est-à-dire la demi-vie des éléments radioactifs. Quant à la radioactivité artificielle induite, il s'agit bien ici des réactions de fission nucléaire qui s'effectuent dans les centrales ou bien les réacteurs nucléaires. Donc ici, on utilise un noyau d'uranium qui est bombardé par des neutrons thermiques, ce qui conduit à la fission du noyau de l'uranium. Cette fission conduit à la libération d'une quantité importante d'énergie qu'on peut exploiter de plusieurs façons. Et les particules libérées au cours de cette fission provoquent des vibrations thermiques au sein du réacteur, ce qui conduit à l'augmentation de la température. Et cette chaleur, elle est utilisée pour produire de l'énergie. Quels sont les avantages de l'énergie nucléaire? Donc, les avantages sont multiples. Donc, à savoir, en premier temps, la production de l'électricité. Cette production de l'électricité se fait dans une centrale nucléaire qui contient 3 circuits. Dans le premier circuit se fait la fission en chaîne des isotopes radioactifs et l'énergie libérée va chauffer l'eau dans le premier circuit. Cette eau va chauffer par la suite l'eau contenue dans un circuit secondaire jusqu'à son évaporation. La vapeur ainsi produite va permettre la rotation de la turbine qui va produire de l'énergie mécanique qui va être convertie par la suite par un alternateur en énergie électrique. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo pour vous montrer le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires sont des centrales thermiques produisant de l'électricité à partir d'une source de chaleur. Elles comprennent de nombreux bâtiments et installations, dont les suivants sont les plus importants. Le bâtiment des machines abrite plusieurs turbines à vapeur et l'alternateur,
nécessaires à la production d'électricité. Le bâtiment réacteur, généralement double enceinte étanche, qui contient le réacteur nucléaire. Dans son intérieur a lieu la réaction nucléaire qui réchauffe l'eau. La tour de refroidissement pouvant atteindre des hauteurs de 200 mètres a pour fonction de refroidir l'eau de refroidissement réchauffée. Afin de comprendre facilement le fonctionnement d'une centrale nucléaire avec réacteur à eau pressurisée, REP, les composants les plus importants seront détaillés par la suite. Dans le cœur du réacteur a lieu la réaction nucléaire ou la production de chaleur. Le REP, comme dans notre cas, a une hauteur d'environ 12 mètres et des murs d'une épaisseur d'environ 25 cm. À l'intérieur se trouvent les éléments de combustible. Les REP contiennent souvent pas loin de 150 éléments. Chaque élément est, à son tour, composé de plusieurs barres de combustible. Chaque barre mesure environ 5 mètres de long, avec un diamètre d'environ 23 cm. C'est ici que se trouve le combustible proprement dit. Il s'agit de petites pastilles de plutonium ou d'uranium enrichi, permettant la réaction de fission en chaîne. Au cours de cette réaction, l'énergie sous forme de chaleur est libérée. L'eau sert à entretenir la réaction en chaîne et à absorber la chaleur produite. L'eau est échauffée dans le réacteur à plus de 300 degrés Celsius, mais n'entre pas en ébullition, car le pressuriseur maintient la pression de fonctionnement de l'eau constamment à environ 160 bars. L'eau échauffée est pompée en direction des échangeurs thermiques. Ces derniers sont en général des échangeurs à faisceau tubulaire vertical. L'eau circule dans chacun des faisceaux et chauffe le tube en métal. Si l'eau est maintenant acheminée dans l'échangeur thermique, elle commence à bouillir. Le résultat est de la vapeur d'eau qui est finalement amenée via un système de tubes au bâtiment des machines où se trouvent les turbines. La vapeur entraîne dans un premier temps une turbine haute pression suivie en général de 2 turbines basse pression. Toutes les turbines sont reliées par un arbre à l'alternateur qui produit du courant alternatif par rotation. Dans le condensateur, la vapeur d'eau est condensée, c'est-à-dire revient à un état liquide et est restituée au générateur de vapeur. L'eau de refroidissement provient souvent d'un cours d'eau proche ou est refroidie par une tour de refroidissement. Les circuits d'eau sont toujours séparés les uns des autres. Le circuit primaire ne quitte jamais le réacteur. L'eau est radioactive car elle est en contact direct avec le combustible. L'eau du circuit secondaire entraîne les turbines et n'est pas radioactive. Le circuit de refroidissement amène l'eau de refroidissement froide et gère la condensation de la vapeur du circuit secondaire. Un autre avantage de la radioactivité, c'est son application dans le domaine médical. Je vous donne ici 2 exemples. Le premier exemple, c'est son utilisation dans le diagnostic des maladies par génération des imageries nucléaires. C'est ce qu'on appelle la scintigraphie. Ici, on injecte d'éléments radioactifs qui se fixent spécifiquement sur le tissu d'un organe. Cela va permettre d'avoir des images en couleur pour connaître l'état de santé de cet organe.
Ici, on donne l'exemple de l'utilisation de l'iode, un élément radioactif, pour le diagnostic de la thyroïde. Le deuxième exemple, c'est celui du traitement des cancers. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie. Ici, on utilise des éléments radioactifs pour bombarder les cellules cancéreuses et les éliminer. La radioactivité est utilisée aussi dans le domaine de la recherche scientifique. Ici, on va citer deux exemples, l'autoradiographie et la radiochronologie. Donc, cette technique d'autoradiographie permet de mettre en évidence le devenir d'un élément étudié en utilisant des marqueurs nucléaires. La technique de la radiochronologie va nous permettre de donner une datation absolue à des restes d'organismes ou bien à des couches de roches. Le principe de cette technique, c'est qu'on mesure la quantité restante d'un élément radioactif pair dans un échantillon à dater, et connaissant la demi-vie de cet élément, on peut calculer l'âge de l'échantillon en le comparant à un autre échantillon similaire actuel. Le domaine de l'agroalimentaire aussi utilise la radioactivité dans le but de stériliser les aliments en utilisant les radiations gamma et les rayons X à faible dose. Donc ces rayons sont utilisés dans le traitement des produits destinés à l'alimentation. L'exposition à ces radiations conduisent à la désinfection en tuant les micro-organismes, donc certaines bactéries et certains champignons, dans les produits à longue conservation. La radiation permet aussi d'inhiber, de stopper la germination des graines dans les boîtes de conserve. On passe maintenant à la découverte des dangers et la gestion des déchets liés au nucléaire. Les émissions radioactives suite à un accident nucléaire présentent des dangers à la fois sur la santé publique et l'environnement. Ces émissions radioactives augmentent les risques de cancer et de malformations embryonnaires, comme ils peuvent contaminer rapidement tous les niveaux trophiques, en entraînant ainsi une diminution de la biodiversité et par conséquent, on assiste à un déséquilibre des écosystèmes. D'après le document 4, vous pouvez constater la dispersion rapide du nuage nucléaire après l'explosion du réacteur de Tchernobyl en Ukraine en 1986. Comme vous pouvez constater sur le document 5, l'augmentation du nombre des enfants atteints du cancer de la thyroïde en Ukraine et en Bélarus suite à l'accident de Tchernobyl. Concernant la problématique de la gestion des déchets nucléaires, on commence d'abord par la classification des déchets nucléaires. Les déchets radioactifs sont classés selon le niveau de la radioactivité et la demi-vie des radionucléides. Ainsi, on peut distinguer les catégories suivantes. On commence par le type C, qui contient des déchets radioactifs à haute activité, HA. Leur niveau de radioactivité est de plusieurs milliards à plusieurs dizaines de milliards becquerels par gramme. La demi-vie des radionucléides est variable. Pour le type B, il contient des déchets radioactifs à moyenne activité, à vie longue, MAVL. Leur niveau de radioactivité est entre 1 million et 1 milliard. La demi-vie des radionucléides dépasse les 31 ans. Il comporte aussi les déchets radioactifs à faible activité, à vie longue, FAVL. Leur niveau de radioactivité est entre 10 000 et quelques centaines de milliers. Encore, la demi-vie des radionucléides dépasse les 31 ans. Le troisième type, c'est le type A,
qui contient des déchets radioactifs à faible et à moyenne activité à vie courte, FMA-VC. Leur niveau de radioactivité est de quelques centaines de milliers à 1 million becquerels par gramme. Et la demi-vie des radionucléides est inférieure ou égale à 31 ans. Il comporte aussi donc les déchets radioactifs à très faible activité, TFA. Leur niveau de radioactivité est en général inférieur à 100 becquerels par gramme. Et la demi-vie des radionucléides est variable. Le grand danger que peut présenter les déchets radioactifs suite à la longue durée nécessaire à leur désintégration totale nécessite une bonne gestion de ces déchets. Alors nous allons découvrir comment se fait le stockage des déchets radioactifs. Ces déchets sont confinés dans du verre ou bien du béton, puis placés dans des colis de stockage. Et pour éviter tout risque, ces colis sont stockés dans un lieu éloigné des habitations, dans une couche géologique qui est imperméable et stable d'argile ou bien de granit, à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.